tous. Je suis Axel Bizarre, je suis professeur à l'Institut Jean Lamont à l'ETI Baïnélinal, et j'ai le plaisir, avec le président, je suis de thèse, donc monsieur Catherine Ampier. Vous allez nous présenter vos travaux intitulés Approche conjointe acoustique et thermique pour l'optimisation des laines végétales du bâtiment. Une présentation typiquement de 3 quarts d'heure, et puis ensuite il y aura bien sûr le temps pour échanger avec le jury. Merci monsieur le président du jury, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mes travaux de recherche qui ont été menés dans le cadre de ma thèse, donc qui ont été menés conjointement au sein du CCRMA, plus particulièrement de l'AE et des équipes PE, et puis également au sein de l'ENPE, donc sous l'encadrement d'Emmanuel Cobron, de Philippe Blé et puis d'Étienne Gourlet. Donc avec 2 tiers de logements qui ont été construits avant 1974, le parc bâti français reste globalement mal isolé. Alors mal isolé d'un point de vue thermique, avec pour conséquence des émissions, des consommations énergétiques élevées et des émissions de dioxyde de carbone relativement fortes. Mais également mal isolé d'un point de vue acoustique, avec un impact non négligeable sur la santé et puis un coût également non négligeable. Donc au niveau international, des recommandations sont émises pour lutter contre ces grandes problématiques au niveau sanitaire et environnemental, et des experts préconisent l'utilisation de matériaux biosourcés capables de stocker le carbone atmosphérique. Donc matériaux biosourcés qui sont par définition des matériaux issus de la biomasse d'origine végétale ou animale, et dont les laines végétales qui font l'objet de ma thèse, font partie. Donc ces matériaux biosourcés qui sont également plébiscités, dont l'utilisation est plébiscitée par les pouvoirs publics, notamment à travers la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été promulguée en 2015, qui s'appuie sur les préconisations du Grenelle de l'environnement et puis sur les réglementations acoustiques et thermiques en vigueur. Donc elle a été renforcée en 2018 par la loi Elan, qui prépare la future réglementation environnementale 2020, donc pour laquelle l'impact environnemental des matériaux va être pris en compte dans l'analyse globale du cycle de vie des bâtiments. Donc avec tous ces éléments, les isolants vont constituer, plus particulièrement les isolants biosourcés, un enjeu majeur de l'enveloppe du bâtiment en ce qui concerne le confort hygrothermique et le confort acoustique. Donc ces matériaux sont principalement fabriqués à partir de lin et de chanvre, et en plus de posséder un certain nombre d'avantages au niveau de leur culture, sont capables de capter, d'ingérer du dioxyde de carbone à travers le processus de photosynthèse. Et donc à surface égale, ces plantes captent autant de CO2 qu'une forêt. Alors la seule petite différence, c'est que comme ce sont des plantes à culture annuelle, elles vont se régénérer leur stock au bout d'1 an, contrairement à une forêt où c'est un petit peu plus long. Alors, une fois que les tiges sont arrivées à maturité, elles vont être récoltées et puis posées en andin dans les champs. Et la première phase, la première étape naturelle de transformation va débuter, c'est le rouissage. Donc à l'intérieur des tiges, des micro-organismes vont se développer, vont ronger les ciments pectiques, et ça va ensuite faciliter les opérations mécaniques pour extraire les fibres. Donc ces fibres qui peuvent ensuite être utilisées en vrac, ou alors associées à des fibres polymères, notamment via le processus de thermoliage, pour fabriquer des panneaux semi-rigides de laine végétale. Donc ce sont ces panneaux qui sont caractérisés dans mes travaux. Alors ces panneaux qui sont des isolants fibreux de la famille des matériaux biosourcés, donc avec une structure interne constituée d'une partie solide discontinue, donc ce sont les fibres, et puis d'une phase fluide qui est constituée d'un réseau de pores ouverts sur l'extérieur. Donc ces caractéristiques vont conférer des propriétés multifonctionnelles aux matériaux, notamment en termes d'absorption acoustique, d'isolation thermique, donc ça on va le voir dans la suite de la présentation, mais également leur conférer un caractère hygroscopique et puis une bonne durabilité lorsque les règles d'art sont respectées dans leur mise en œuvre. Alors malgré tous ces avantages, les isolants, donc les laines végétales, sont peu représentés encore dans le marché des isolants. Alors ceci peut s'expliquer notamment par un prix unitaire élevé. Alors il y a
ce prix élevé peut s'expliquer également, enfin peut s'expliquer en partie par le transport, et puis également par une méconnaissance et une crainte de la part des professionnels à utiliser ce type de matériaux. C'est pourquoi en 2015, le Conseil économique, social et environnemental a préconisé de poursuivre des investigations scientifiques et techniques pour promouvoir l'utilisation de ces matériaux. Donc, il nous a semblé particulièrement pertinent de développer une approche d'optimisation conjointe, acoustique et thermique, pour optimiser les performances de ces matériaux. Cependant, pour mettre en œuvre une telle démarche, on va se heurter à un certain nombre de verrous scientifiques. Donc, le premier verrou scientifique concerne la corrélation entre les phénomènes acoustiques et thermiques. Cependant, ces deux phénomènes peuvent être reliés aux propriétés de leur microstructure, ce qui nous offre l'opportunité d'identifier à cette échelle des paramètres communs. En revanche, à cette échelle, on va rencontrer le deuxième verrou scientifique qui concerne les spécificités des fibres végétales, notamment en termes de dimension, de morphologie et puis de répartition dans le matériau. Donc ce deuxième verrou, qui est relié donc, au troisième, donc il va falloir prendre en compte la spécificité des fibres dans une approche de modélisation conjointe acoustique et thermique. Donc deux autres verrous qui sont l'influence de l'humidité et puis l'influence de la compression qui sont explicités dans le mémoire mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc pour répondre pour essayer d'apporter des réponses à ces verrous scientifiques, j'ai développé un état de l'art que j'ai souhaité le plus complet et le plus exhaustif possible. Et la première chose que je voulais souligner concernant cet état de l'art, c'est la grande variabilité qui est liée aux fibres et aux laines végétales. Donc tout d'abord, grande variabilité au niveau des conditions de culture, alors depuis les propriétés du sol jusqu'aux différents traitements mécaniques, et tous ces éléments vont avoir une influence sur la composition chimique, sur la morphologie, les dimensions des fibres, et puis associés à la répartition et à l'orientation des fibres dans le matériau, vont conférer des propriétés spécifiques à ces laines végétales, notamment en termes de distribution de taille de fibres, comme on peut le voir ici sur l'image, avec des éléments qui vont se trouver sous forme unitaire ou alors agglomérés en faisceaux, qui vont conférer également un caractère hygroscopique et puis également un caractère anisotrope. Donc dans la littérature, on trouve finalement peu de travaux sur toutes ces spécificités, donc il y a un travail de caractérisation qui est à mener pour compléter les données de la littérature et puis constituer une base de données qu'on va pouvoir utiliser dans la thèse. Au niveau des propriétés donc de ces matériaux, des caractérisations également sont à mener, notamment en termes d'absorption acoustique, qui est liée à la correction acoustique des locaux, et puis la grandeur qui est associée, c'est le coefficient d'absorption acoustique qui caractérise la capacité du matériau à absorber une partie de l'énergie pour une onde sonore incidente. Donc les hypothèses que l'on va poser pour la modélisation, parce qu'on va considérer qu'on se place dans l'hypothèse de l'acoustique linéaire, on va considérer une phase solide en première approximation comme rigide. On va donc avoir la propagation d'une onde de compression dans la phase fluide, et donc qui va être le siège de dissipation par effet visco-inertiel et thermique. En ce qui concerne la thermique, donc des transferts de chaleur qui vont être selon trois modes, conduction, convection et rayonnement. On va prendre l'hypothèse que ces trois modes de transfert peuvent être découplés et peuvent être représentés par une conductivité thermique spécifique. On fait également l'hypothèse qui est faite classiquement dans la littérature de négliger les effets convectifs concernant ces matériaux. Alors en ce qui concerne l'approche conjointe acoustique et thermique, on a finalement très peu de travaux dans la littérature. Donc j'en ai cité ici deux pour les matériaux granulaires et matériaux fibreux, mais dans chacun des cas, on va caractériser les matériaux d'un point de vue thermique d'un côté, d'un point de vue acoustique, on va appliquer ensuite des modèles, mais sans jamais chercher à identifier de paramètres ou d'approches de modélisation conjointe. Donc au niveau des modèles, il y en a un certain nombre dans la littérature. Donc je vais déjà présenter des modèles relatifs à l'acoustique, avec le modèle de Johnson, Champoux, Allard, Lafarge, donc JCAL, qui lui fonctionne très bien. Ce sont donc le modèle de JCAL et le modèle de Mickey ici sont des modèles qui ont été éprouvés dans la littérature. En revanche, pour le modèle JCAL, il n'est pas spécifiquement dédié à la microstructure des matériaux fibreux. Et puis pour le modèle de Mickey, c'est un modèle empirique et nous on cherche à établir des modèles analytiques. Pour ce qui est de la thermique, on a aussi un certain nombre de modèles qui vont associer des phases solides et des phases fluides,
à partir des deux modèles de base qui sont parallèles et série. Et puis les deux références que j'ai citées ici ont évalué l'efficience de ces modèles et ont conclu qu'ils n'étaient pas forcément adaptés pour le cas des milieux fibreux. Donc les modèles qui vont pouvoir être utilisés à la fois pour l'acoustique et la thermique, ce sont les modèles d'homogénéisation micro-macro. Donc homogénéisation, à partir d'un matériau hétérogène, on va associer un milieu homogène fictif aux propriétés équivalentes. Donc un certain nombre de deux modèles que je cite ici. Donc le premier, l'homogénéisation des structures périodiques, qui lui en fait va nécessiter des traitements numériques relativement importants. Donc on va plutôt se tourner vers le modèle d'homogénéisation autocohérente qui lui va permettre d'obtenir des relations entre les paramètres analytiques et les propriétés macroscopiques des matériaux. Donc des travaux qui ont été réalisés sur des modèles qui ont été développés dans la littérature. Donc tout d'abord pour la thermique, des modèles avec une géométrie sphérique, donc sur des matériaux granulaires, donc modèles qui ont été développés en statique. En acoustique, des modèles également avec des géométries sphériques pour des matériaux granulaires, où là, le modèle a été développé en dynamique avec un couplage HSP-HAC. Et puis quelques travaux sur des matériaux fibreux, mais en statique. Donc il y a un certain nombre d'adaptations et de développements aussi au niveau des modèles qui sont à faire pour pouvoir ensuite appliquer et avoir des modèles qui correspondent bien à la microstructure spécifique des matériaux fibreux. Donc tous ces éléments nous amènent à formuler la problématique suivante. En s'appuyant sur les spécificités des laines végétales, peut-on développer une approche de modélisation micro-macro commune afin d'optimiser leur performance acoustique et thermique en vue d'apporter des solutions pour la construction et la rénovation de bâtiments durables. Donc pour répondre à cette problématique, voici la démarche qui a été mise en œuvre et les grands objectifs qui lui sont associés. Donc une démarche suivant trois échelles, avec donc trois grands objectifs. J'ai ajouté un quatrième objectif ici qui concerne l'influence de l'eau et l'influence de la masse volumique, qui n'est pas développé aujourd'hui mais qui est développé dans le mémoire. Donc le premier objectif concerne la caractérisation expérimentale et notamment les spécificités de ces matériaux afin de constituer des bases de données qui vont nous permettre ensuite de pouvoir alimenter les modèles. Au niveau de la modélisation, donc prendre en compte la spécificité des fibres végétales pour pouvoir établir des relations analytiques et puis, dans la mesure du possible, essayer de développer des approches conjointes, des approches communes. Donc pour ce qui est du troisième objectif, qui concerne justement les procédures conjointes, essayer d'identifier des paramètres d'entrée communs à l'acoustique et à la thermique, avec un nombre de paramètres le plus restreint possible pour pouvoir mettre en œuvre facilement les modélisations et constituer ensuite des outils pour l'optimisation conjointe des performances acoustiques et thermiques de ces matériaux. Donc les matériaux de la thèse, j'en ai caractérisé 22. Donc ce sont tous des panneaux monocouches fabriqués par thermoliage à partir de 1 à 3 types de fibres végétales. Donc ça va des fibres de lin jusqu'aux fibres de coco. On associe des fibres polymères et ça nous donne au final 9 familles de fibres avec une plage d'épaisseur et puis de masse volumique relativement importante, donc ce qui nous donne un panel de matériaux relativement intéressant. Donc ces matériaux ensuite qui ont été, pour les caractériser, on a soit utilisé des échantillons en vrac, comme représenté ici, ou alors la plupart des caractérisations ont été réalisées sur des échantillons cylindriques de diamètre 100 mm qui ont été obtenus par découpe de panneaux à partir d'une scie à ruban. Donc ces échantillons qui ont ensuite été placés en étuve à 52 degrés pour ne pas les dégrader, et afin de les sécher pour obtenir une masse de référence. Donc masse de référence qui va nous servir ensuite dans les caractérisations à quantifier la quantité et la teneur en eau présente dans les matériaux. Donc pour être sûr qu'on a bien obtenu notre masse de référence, on a établi donc, un suivi de la masse. Donc ça c'est pour compléter les éléments qui ont été marqués, enfin qui ont été présentés dans le mémoire. Donc là j'ai présenté un suivi de la variation massive journalière pour 3 matériaux et on s'aperçoit qu'au bout de la 3e journée on obtient bien une variation qui va être inférieure à 0,1%. En ce qui concerne le conditionnement des matériaux, 3 conditionnements différents, donc un qui va être proche d'un état sec, un qui va considérer les conditions du laboratoire, et puis un troisième où on va avoir une humidité relative plus importante.
Donc un certain nombre de caractérisations ont été menées dans le cadre de la thèse. Alors tout d'abord avec un microscope électronique à balayage, donc des travaux qui ont été, des mesures, pardon, des caractérisations qui ont été réalisées à l'ISTAR, donc notamment pour relever les dimensions des fibres. J'ai eu la chance de pouvoir caractériser la densité de la phase solide et la porosité à partir de 3 dispositifs. Et puis, les paramètres acoustiques ont été caractérisés de manière indirecte à partir d'un tube d'impédance. Donc, au niveau des propriétés macro des matériaux, donc pour ce qui est de l'acoustique, j'ai mené des caractérisations à partir d'un tube d'impédance en incidence normale. Donc, pour caractériser les grandeurs intrinsèques que sont la densité dynamique et puis le module d'incompressibilité, et puis le coefficient d'absorption acoustique. Donc, comme j'ai pu réaliser des mesures à différentes humidités relatives, j'ai pu montrer à travers ces mesures que l'impact de l'humidité était relativement limité sur l'absorption acoustique des matériaux. Et puis j'ai pu mener également des caractérisations sur le comportement limp et puis élastique des matériaux. En ce qui concerne la caractérisation des propriétés thermiques, donc j'ai pu mener la caractérisation sur la conductivité thermique à partir de 2 dispositifs qui fonctionnent en régime transitoire. Et puis j'ai pu compléter ces données à partir d'un dispositif qui fonctionne en régime stationnaire et qui a été développé dans le cadre de la thèse en partenariat avec le NTPE. Alors contrairement aux propriétés acoustiques, le caractère hygroscopique des matériaux a une influence sur la conductivité de ces matériaux. Donc, caractère hygroscopique qui a ensuite été caractérisé à partir d'un système DVS, également en partenariat avec l'ISTAR. Et puis le dernier paramètre qui est caractérisé, c'est la résistance au passage à l'air. Donc les résultats qui seront présentés dans le cadre de cette présentation sont ici présentés, soulignés en vert. Je n'ai pas pu présenter tous les résultats. Donc les premiers résultats qui concernent la distribution des rayons de fibre, donc des relevés qui ont été réalisés par dépouillement d'images réalisées avec un microscope électronique à balayage, et puis pour lesquels on a posé l'hypothèse que les fibres et les faisceaux qui étaient relevés sont considérés comme circulaires. Donc les résultats sont présentés sous forme d'histogrammes. Donc là, j'ai voulu présenter 4 histogrammes relatifs à des relevés de rayons de fibres végétales. Donc sur ces histogrammes, on présente la fréquence en fonction des plages de rayons de fibres qui ont été mesurées. Donc ces histogrammes, je les ai présentés pour montrer la grande hétérogénéité et la variabilité entre les différents types de fibres végétales. Alors on note néanmoins un cas particulier pour la laine de chanvre lin coton, où là on va avoir une distribution relativement homogène et puis une valeur moyenne arithmétique du rayon de fibre relativement basse. Donc ces distributions qu'on peut ensuite modéliser à partir de lois de distribution log normale. Alors pour la suite de la présentation et les modèles qui sont utilisés, on a besoin d'une valeur de rayon de fibre. C'est pourquoi j'ai retenu pour la suite la valeur moyenne calculée arithmétiquement du rayon de fibre moyen qui est indiqué ici. Donc en ce qui concerne la résistance au passage à l'air, donc comme on le voit, on a des plages de résistivité relativement importantes pour les matériaux caractérisés. Donc j'ai représenté ici la résistivité en fonction de la masse volumique apparente des matériaux. Donc j'ai fait cette représentation pour donner des informations aux professionnels. Mais c'est vrai que d'un point de vue physique, il est plus pertinent de représenter cette résistivité en fonction de la porosité. Donc ce que j'ai fait sur ce second graphe. Donc sur ce second graphe, je voulais préciser 2 choses. Donc la première, c'est les valeurs de porosité. Donc comme on l'a dit, c'est des matériaux extrêmement poreux. Et donc on a pour la plupart des matériaux des porosités qui sont supérieures à 95%. Donc on a un petit cas particulier pour la laine de coco. Et puis la deuxième chose que je voulais souligner, c'est le regroupement en famille de fibres suivant les valeurs de rayons de fibre. Donc là j'ai indiqué les valeurs moyennes de rayons de fibre. Donc on voit bien le lien entre la porosité, la résistivité et puis les rayons de fibre. Alors comme j'ai utilisé le modèle de Tarnoff pour représenter ces valeurs de rayons de fibre, en traçant un troisième graphe
qui correspond à sigma, donc à la résistivité fois le rayon de fibre au carré, on obtient bien une régulation qui est quasiment linéaire avec la porosité, ce qui montre bien, ce qui confirme bien donc, la dépendance en fait, de sigma en fonction du rayon de fibre et de la porosité. Alors, en ce qui concerne la caractérisation des propriétés, et notamment en absorption acoustique des matériaux, donc là on voit également avec l'étendue de l'épaisseur des matériaux et puis des masses volumiques, on a un panel d'absorption relativement important. Alors on note un bon niveau de performance, plus particulièrement pour les moyennes et hautes fréquences. Et puis pour certains matériaux qui ont une épaisseur supérieure ou égale à 100 mm, on voit apparaître des résonances élastiques. Donc pour ce qui est de la caractérisation des propriétés thermiques, donc même si avec notre dispositif hot disk, il est possible de relever des valeurs de diffusivité, dans le cadre de mes travaux de thèse, je me suis focalisé sur la caractérisation de la conductivité thermique. Et donc j'ai montré dans les conditions du bâtiment qu'on avait concordance entre les résultats réalisés à partir de 3 dispositifs différents. Donc les 3 dispositifs que j'avais présentés précédemment, 2 en régime transitoire et 1 en régime stationnaire. Donc j'illustre ici ces valeurs à partir d'une laine de lin. Et puis donc un tableau ici pour montrer l'étendue, l'étendue entre les différentes valeurs de conductivité. On va depuis le chanvre lin coton, donc les fameuses laines haut de gamme, jusqu'à la laine de coco. Donc j'ai pu également adapter le dispositif hot disk pour réaliser des mesures en compression. Et puis, donc ça permet, ces mesures en compression, donc compression AB, ça permet de pouvoir montrer la variation de la conductivité thermique en fonction de l'évolution de la masse volumique apparente des matériaux. Et donc sur ces courbes, on voit apparaître un point d'inflexion. Donc point d'inflexion qui est lié au transfert par rayonnement. Donc point d'inflexion qu'on peut nommer, comme l'a suggéré Madame Collet, optimum de transfert couplé conduction-rayonnement. Donc en deçà, donc pour des masses volumiques inférieures à ce point d'inflexion, on va pouvoir, on voit qu'on a une influence prépondérante des phénomènes de transfert par rayonnement. Et puis au-delà de ce point d'inflexion, avec un comportement un peu plus linéaire, on voit qu'on a prépondérance des effets liés à la conduction. Donc pour faire un petit bilan des caractérisations et des résultats expérimentaux obtenus, on a bien spécifié, on a bien caractérisé les spécificités des laines végétales, notamment à l'échelle de la microstructure. On a enrichi les données de la littérature et constitué des bases de données qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour les modèles. Donc des données à l'échelle de la microstructure, il y a des données d'entrée pour les modèles, donc avec la porosité et puis les valeurs de rayon de fibre moyenne, et puis des données en termes d'absorption acoustique et de conductivité thermique pour valider ensuite les modélisations. Donc modèles pour lesquels on va déjà poser un certain nombre d'hypothèses concernant les laines végétales. Donc on va se placer dans le cadre d'un milieu à simple porosité et à porosité ouverte et pores interconnectés. Alors, en ce qui concerne la phase fluide, on va considérer qu'on a un fluide newtonien compressible de viscosité mu. Pour la phase solide, on a des fibres imperméables. En première approximation, on va considérer un squelette rigide et dans le cas où on a des dissipations mécaniques, on pourra alors utiliser le modèle de Biot ou pour le cas de matériaux qui ont des masses volumiques relativement plus faibles, simplifié avec le modèle Nu. Pour ce qui est des dissipations acoustiques, on a 2 effets, donc comme on l'avait déjà dit, effet visqueux et effet thermique. Donc les 2 effets qui sont liés aux paramètres intrinsèques du matériau que sont la densité dynamique ρ et le volume d'incompressibilité K. Associé avec l'épaisseur du matériau, on va pouvoir déterminer le coefficient d'absorption acoustique. Pour ce qui est de la thermique, donc il y a des transferts de chaleur, on prend en compte la conduction, le rayonnement, avec pour chacun une conductivité thermique spécifique. Et avec l'association des deux, ça nous permet d'obtenir la conductivité thermique équivalente des matériaux. Alors, des hypothèses également concernant la modélisation d'homogénéisation. Alors, les 2 grandes hypothèses de base, que sont l'existence d'un volume élémentaire représentatif, et puis la séparation entre les échelles microscopiques et macroscopiques. Donc ici, on a une représentation schématique de notre milieu fibreux, où on a pris des fibres qui sont disposées de manière régulière et qui sont parallèles entre elles avec une morphologie quelconque. Et puis notre séparation d'échelle qui se matérialise par le facteur ici d'échelle epsilon.
Donc comme on l'a vu pour l'acoustique, on a des effets visco-inertiels, des effets thermiques. À chacun de ces effets, on a des équations qui sont reliées, donc l'équation de Navier-Stokes et l'équation de la chaleur. Tous les termes de ces équations sont ensuite exprimés à partir de développement asymptotique en puissance d'epsilon. Ils sont réinjectés dans des équations normalisées et on identifie les termes de même ordre. Ce qui nous permet d'obtenir, pour les effets visco-inertiels, une pression uniforme au premier ordre dans les pores, donc une pression macroscopique. Pas une hypothèse, mais le résultat donc, qui nous permet de dire que le fluide est localement incompressible, donc notre équation de Navier-Stokes, et puis pour les effets thermiques, notre équation de la chaleur. Donc ces équations qui peuvent être résolues de manière classique dans la littérature par l'application de la formulation variationnelle. Donc l'application de cette formulation variationnelle qui va nous conduire à deux lois de comportement macroscopique. Donc la première liée aux effets visco-inertiels qui est la loi de Darcy, donc qui nous permet d'établir une loi de proportionnalité entre la vitesse moyenne, le gradient de la pression et puis la perméabilité dynamique. Et en ce qui concerne les effets thermiques, on a l'équivalent de la loi de Darcy donc en thermique avec une relation de proportionnalité entre la température moyenne, la dérivée de la pression et puis je perds mes mots, pardon, et puis la perméabilité thermique dynamique. Donc maintenant, pour pouvoir appliquer l'homogénéisation autocohérente, il va falloir qu'on simplifie notre volume élémentaire représentatif, plus particulièrement notre volume générique, notre motif générique. Et donc pour ça, on va prendre des hypothèses sur les fibres. Donc on va prendre les hypothèses suivantes. On va considérer qu'on a des fibres qui sont des cylindres de rayon constant, de longueur infinie, et puis on va se placer dans un cas particulier où on a un flux qui est perpendiculaire aux fibres, donc une sollicitation. Alors cette hypothèse, en fait, va correspondre à un cas particulier, mais qui est relativement réaliste, puisque dans la mise en œuvre des matériaux, on va être plutôt dans cette configuration-là. Donc pour l'acoustique, on a ce type de sollicitation avec un gradient de pression, et puis en ce qui concerne la thermique, un gradient de température. Donc le motif générique qui est retenu, donc c'est une double inclusion, avec l'inclusion d'une phase solide dans notre phase fluide, et le tout qui est inclus dans un milieu homogène équivalent. Alors, pour ce qui est maintenant du développement des modèles, donc du modèle HAC en statique pour la thermique, donc on part de l'équation de la chaleur, qui est exprimée en coordonnées cylindriques, et donc la solution, on va appliquer, donc pour obtenir une solution, on va appliquer la séparation des constantes, et donc dans le cadre de mes travaux, j'ai fait l'approximation. En première approximation, on va prendre pour le terme en θ la première harmonique, représentée par le terme sinus θ. Donc, pour chacune des solutions, on va avoir deux constantes qu'il va falloir déterminer. Et donc, on va avoir une solution pour la phase solide, pour la phase fluide, et puis également pour le milieu homogène équivalent. Donc, ce qui va nous conduire à 6 constantes. Et donc, pour déterminer ces constantes, on va appliquer des conditions limites. Alors, conditions limites qui concernent la continuité de la température et du flux à la fois aux interfaces fluide-solide et puis à l'interface entre l'inclusion et puis le milieu homogène équivalent. Et enfin, la grande hypothèse liée au modèle d'homogénéisation qui est la consistance énergétique entre l'inclusion générique et le milieu homogène équivalent. Donc tout ça nous conduit aux solutions suivantes. Donc j'ai représenté ici donc le lambda lié aux effets de conduction. Alors évidemment, on a un lambda pour la phase solide qui est différent du lambda de la phase fluide. Donc moi, dans le mémoire, je l'ai représenté sous cette forme-là, parce que c'est la forme sous laquelle il est représenté de manière classique dans la littérature, notamment pour les géométries sphériques, donc ce qui nous permettait de nous comparer. Mais on peut le représenter aussi sous cette forme-là, qui nous a été suggérée par M. Olivier Dazel, où on peut représenter le lambda de la conduction, et on peut voir, en faisant varier, en augmentant par exemple le lambda lié à la phase solide, qu'on va avoir de manière logique une augmentation du lambda de conduction. Et puis, de même manière, si on augmente la porosité, plus d'air dans le matériau, donc on va avoir une diminution de notre lambda liée au phénomène de conduction. Donc ces travaux ont été publiés dans une revue de rang A et d'ores et déjà en ligne. En ce qui concerne la modélisation liée au phénomène de rayonnement, donc j'ai identifié dans la littérature deux approches semi-empiriques. Donc la première qui est Rosland-Neister et la seconde Langval. Donc dans la première, notre lambda rayonnement va être exprimé en fonction de la constante de Boltzmann, de la température moyenne, de l'épaisseur du matériau
de la porosité, de sa masse volumique apparente et d'un coefficient d'extinction moyen. Dans le second modèle, donc Bangval, où il va modéliser en fait des couches successives, on va avoir un lambda rayonnement toujours exprimé en fonction de la constante de Boltzmann de la température moyenne, d'un coefficient de rayonnement, et puis d'une distance intercouche qui, elle, va dépendre d'une valeur de rayon de fibre moyen et puis de la porosité. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre de ces modélisations pour la coupler avec notre lambda conduction qu'on a déterminé par la modélisation HAC, ce qui nous permet ensuite d'obtenir notre conductivité thermique équivalente. Donc pour ce qui est de la modélisation pour l'acoustique, donc le modèle HAC, cette fois-ci appliqué en dynamique, donc on va partir de 3 équations, donc toujours liées à nos effets visco-inertiels et effets thermiques. Donc pour ce qui est des effets thermiques, on a l'équation de la chaleur, on a l'équation de Navier-Stokes pour les effets visco-inertiels, et puis l'équation qui traduit que le fluide est localement incompressible. On va exprimer nos 3 champs, donc 2 champs scalaires, la pression et puis la température, et un champ vectoriel, la vitesse, en fonction de notre fonction de sollicitation, G. Donc on fait la même hypothèse que pour la thermique. Donc on considère en première approximation, donc pour le terme en θ, qu'on va considérer uniquement la première harmonique. Ensuite, on les exprime en fonction à partir de 3 fonctions, h, f et puis qui. Donc une fois qu'on a établi les équations différentielles et puis qu'on a résolu ces équations, on obtient 3 fonctions qui vont dépendre de 6 constantes, donc de C0 jusqu'à C5, et puis de R. Donc comme pour le cas en thermique, on va appliquer des conditions limites qui vont nous permettre d'obtenir des valeurs pour ces constantes. Donc on a 3 conditions limites et puis la fameuse condition de consistance énergétique. Donc pour ce qui est des conditions limites, on va se placer tout d'abord à l'interface solide-fluide, donc ici. Donc on va prendre une hypothèse de vitesse nulle et une variation nulle de température, ce qui va nous conduire à 2 équations pour les effets visco-inertiels et une équation pour les effets thermiques. La deuxième condition va concerner la vitesse à la frontière entre l'inclusion et le milieu homogène équivalent. Donc là, on se place à la frontière et cette condition va nous conduire à l'établissement en fait, d'égalité entre la vitesse radiale à l'intérieur de l'inclusion et à l'intérieur du milieu homogène équivalent. Donc la troisième condition limite on la prend toujours à la frontière avec l'inclusion. Et donc là, on va considérer la continuité des contraintes, ce qui va nous permettre d'établir une équation supplémentaire pour les effets visco-inertiels. Enfin, pour la consistance énergétique, donc on va considérer l'équivalence énergétique entre l'inclusion et puis le même volume de milieu homogène équivalent, ce qui nous conduit à 2 solutions possibles. Donc la première solution, qu'on appelle approche en flux, qui va elle permettre d'égaler, donc là on avait vu qu'on avait égalité de la vitesse radiale, donc là cette fois-ci on va avoir égalité de la vitesse orthoradiale à notre frontière. Et puis la deuxième, l'approche en pression, donc avec continuité de la pression cette fois-ci à la frontière, et puis une équation supplémentaire donc pour les effets thermiques. Au final, on a bien cette équation, cette inconnue, cette équation, on peut résoudre le système, mais on va rajouter une approche supplémentaire, parce que dans la littérature, donc de nombreux modèles, notamment le modèle de Tarnoff, remplacent la condition de consistance énergétique, enfin l'hypothèse de consistance énergétique, par une condition de vorticité nulle. Alors ça peut s'expliquer d'un point de vue physique. On va avoir notamment pour le modèle de Tarnoff, on va avoir nos 2 motifs génériques, et en fait, entre les 2 motifs génériques, donc au milieu du segment, si on peut dire, qui va séparer, on va avoir une condition de vitesse maximale, et donc on peut appliquer cette condition de vorticité nulle, ce qui nous permet d'avoir une équation supplémentaire donc qui va venir en remplacement des équations qui avaient été établies pour l'hypothèse de consistance énergétique. Donc au final, on a bien 2 solutions qui sont déterminées à partir du développement de notre modèle d'homogénéisation autocohérente, une approche en flux où on va avoir une densité dynamique spécifique, notre approche en pression avec une densité dynamique également spécifique, et puis une approche alternative qui va s'appuyer sur une condition de vorticité nulle. On peut également, notre modèle acoustique, le coupler avec un modèle composite. Donc là, ça va nous permettre de prendre en compte 2 tailles de fibres, donc des fibres végétales et puis des fibres polymères. Pour ça, on va utiliser un modèle composite et on va considérer en fait un milieu de fibres polymères
répartis de manière homogène dans un milieu de fibres végétales. Donc ça se matérialise par un ratio volumique, donc taux, donc des fibres polymères dans le milieu fibreux avec un couplage total, et donc ça nous permet d'obtenir une perméabilité équivalente et un module d'incompressibilité équivalent. Donc ces travaux ont également fait l'objet d'une publication dans une revue de rang A. Et donc pour l'occasion, il avait été validé avec le modèle de Tarnoff. Donc pour faire un bilan des modélisations qui ont été menées dans le cadre de la thèse, on a bien pris en compte les spécificités, enfin il y a des objectifs qu'on s'était fixés, surtout. Donc on a bien pris les spécificités des laines végétales en compte, notamment à l'échelle microscopique. On a établi les relations analytiques, et puis à travers l'application du modèle d'homogénéisation autocohérent, on a pu mettre en œuvre des approches communes pour l'acoustique et pour la thermique. Donc la grande synthèse de tous ces travaux se traduit par la proposition d'une procédure conjointe pour les matériaux fibreux, et à partir de cette approche conjointe, et uniquement de deux paramètres, donc la porosité et puis une valeur de rayon de fibre moyen, on va pouvoir, en appliquant des modèles d'homogénéisation autocohérente, modéliser les phénomènes, donc à la fois acoustique et thermique. Donc pour ce qui est de l'acoustique, avec le modèle HAC donc en dynamique, et puis pour la thermique, le modèle HAC en statique, donc couplé avec les modèles de rayonnement. Tout ça nous conduit ensuite, avec l'épaisseur des matériaux, à pouvoir établir soit l'absorption acoustique des matériaux, TL c'est le transmission loss, donc l'affaiblissement acoustique, ou encore la résistance thermique. Alors deux petites choses à préciser, c'est que comme on vient de le voir, on peut, à notre modèle acoustique, on peut coupler un modèle composite, donc pour prendre en compte deux types de fibres différentes, notamment quand les distributions de rayons de fibres végétales et polymères sont différentes. Et puis on peut, de manière relativement simple, passer de notre hypothèse de squelette rigide à une hypothèse un comportement libre pour le matériau. Donc, dans le mémoire, j'ai validé tous ces modèles à travers en appliquant ces modèles sur plusieurs types de matériaux. Ici, pour la présentation, j'ai souhaité illustrer l'application de cette procédure au cas d'une laine de lin. Et donc ici, je présente les modèles qui me permettent de représenter les propriétés acoustiques des matériaux. Donc là, le premier graphe qui va représenter la densité dynamique normalisée, le module d'incompressibilité normalisé, et puis le coefficient d'absorption acoustique. Alors les modèles qui sont matérialisés ici, et donc qui peuvent être comparés aux mesures expérimentales donc qui sont représentées en gris ici. Donc ce sont les trois approches donc, du modèle HAC. Et puis j'ai couplé également avec le modèle composite. Donc pour prendre en compte une valeur de rayon de fibre végétal moyen et une valeur moyenne de rayon de fibre polymère. Alors, pour le coup, là, les deux valeurs sont relativement proches l'une de l'autre, mais bon, ça montre au moins que l'application de ce modèle fonctionne. Un deuxième point à souligner, ça concerne donc les différentes approches. Alors, on voit que pour la condition d'approche en pression et puis la condition de vorticité nulle, on a des modélisations qui sont relativement proches l'une de l'autre. Et puis l'approche en flux qui est légèrement plus éloignée, mais qui reste du même ordre de grandeur des incertitudes de mesure. Et puis le deuxième point que je tenais à souligner, c'est que j'ai appliqué ici, pour une approche en pression, je suis passé à la condition LIMP, et donc j'ai représenté cette modélisation, et là pour le cas de ce matériau, on ne voit pas de plus-value à l'utilisation de ce comportement. Alors en ce qui concerne les propriétés thermiques, donc là on voit sur le graphe ici les représentations des modèles des phénomènes de rayonnement. Ici on a le modèle HAC donc pour les transferts par conduction. On combine les deux, donc ce qui nous donne ici la modélisation en vert qui nous donne des résultats très proches des valeurs expérimentales. Et donc cette modélisation qui nous permet également d'identifier de manière un peu plus précise qu'avec les mesures expérimentales l'optimum de transfert couplé conduction-rayonnement. Donc maintenant qu'on a appliqué cette procédure, il est possible d'optimiser conjointement, donc de présenter un exemple ici d'optimisation conjointe des propriétés acoustiques et thermiques. Donc là c'est juste un exemple, c'est pas une méthode qui est proposée, on peut appliquer des algorithmes d'optimisation. Ici, c'était juste illustrer le fait que c'est possible d'optimiser conjointement.
Donc sur les deux graphes, en fait, ici, je représente, alors pour le graphe du haut, la conductivité qui est déterminée à partir d'une plage de d'une plage de porosité et puis d'une plage de rayon de fibre moyen. Et puis en bas, on représente une valeur moyenne d'absorption acoustique, donc moyennée sur une plage de fréquence de 0 à 5000 Hz, toujours en fonction de cette même plage de rayon de fibre et de porosité. Donc ça nous permet de représenter ici notre lambda initial et notre alpha initial, et puis à partir d'une valeur de rayon de fibre réaliste, donc on a pris égal à 9 micromètres, on va pouvoir essayer atteindre un lambda optimisé et un alpha optimisé. Donc pour ça, ça nous conduit à une valeur de porosité de 97,8% et puis une masse volumique apparente du matériau de 34 kg par mètre cube. Donc l'application maintenant des modèles avec ces valeurs optimisées nous conduit au résultat suivant. Alors pour ce qui est de l'absorption acoustique, on voit un lien relativement important à la fois en amplitude et puis en fréquence. Pour ce qui est de la conductivité thermique, donc on a un abaissement de la conductivité thermique et puis donc un gain pour le point d'optimum de transfert couplé conduction-rayonnement de 10%. Donc tout ça m'amène aux différentes conclusions. Donc concernant les caractérisations expérimentales, donc l'exploitation des images qui ont été réalisées au microscope électronique à balayage ont permis de montrer la spécificité des distributions les distributions, particulièrement des rayons de fibre végétale. On a pu établir à travers les différentes caractérisations menées des liens entre les propriétés microscopiques des matériaux et les paramètres micro et les propriétés macroscopiques. Donc avec des liens qui ont été établis entre le rayon de fibre, la porosité et puis la résistance au passage à l'air. Donc on a pu constituer des banques de données relatives à des paramètres depuis l'échelle de la microstructure jusqu'à l'échelle macro. En ce qui concerne les modélisations, et notamment la modélisation HAC, donc 3 contributions majeures avec en statique, donc un modèle HAC statique pour la thermique, un modèle HAC donc cylindrique dynamique pour l'acoustique, et puis le couplage possible avec un modèle composite qui va permettre de prendre en compte 2 tailles de fibres. En ce qui concerne donc, la procédure d'approche conjointe que je viens de présenter, donc cette procédure qui est applicable à partir de 2 paramètres, donc la porosité et les rayons de fibre moyens, et puis une optimisation possible des conjointes, des performances acoustiques et thermiques pour les matériaux fibreux. Donc, avec tous les travaux qui ont été menés, on a pu apporter un certain nombre de réponses à la problématique qui avait été formulée, mais les travaux ont aussi permis également de prendre un petit peu de recul, de se poser des questions sur les hypothèses qui ont été formulées, notamment au niveau des modélisations, et puis de soulever un certain nombre de nouvelles questions qui vont faire l'objet de perspectives pour des travaux futurs. Notamment, alors, en ce qui concerne donc la capitalisation des données qui est à poursuivre, notamment pour les matériaux biosourcés, la prise en compte également possible des orientations de fibres, parce que les orientations de fibres vont avoir une influence également sur les propriétés des matériaux, et puis l'exploitation des données de diffusivité, qui ont été réalisées avec des données qui sont recueillies à partir du dispositif Hot-Disk. En ce qui concerne les modélisations, donc prendre en compte, faire évoluer notre valeur de rayon de fibre moyen calculée arithmétiquement pour les modèles vers la prise en compte de distribution de valeurs normales, l'évaluation de l'impact, alors pour les hypothèses qui ont été faites sur les fonctions qui vont dépendre de θ et la prise en compte de la première harmonique, d'évaluer ici l'influence des autres harmoniques et puis du terme constant. En ce qui concerne les phénomènes de rayonnement thermique, d'essayer de modéliser ce phénomène à partir d'une modélisation HAC, et puis également établir des limites analytiques basses et hautes fréquences pour les grandeurs intrinsèques que sont la densité dynamique et le module de la compressibilité dynamique, pour pouvoir ensuite faire des liens, notamment avec les paramètres acoustiques qui sont utilisés dans les modèles fluides équivalents, notamment comme celui de Johnson-Champoux-Allard Lafarge. Et enfin, en ce qui concerne la procédure d'approche conjointe, donc la valider pour d'autres matériaux fibreux, donc pouvoir adapter cette approche conjointe aux matériaux granulaires pour lesquels on a un certain nombre de modèles qui sont d'ores et déjà disponibles dans la littérature,
Et puis, avec tous ces éléments, toutes ces perspectives d'amélioration, notamment au niveau des modèles, ça offre un potentiel élevé d'évolution pour cette procédure d'approche conjointe qui a été proposée dans le cadre de ces travaux de thèse. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous.